Tout a commencé cette journée d'automne, il y a un peu plus d'un an, aux confins du Pays Basque, dans cette forêt de gouffres et de grottes, de ravins et de rochers. Jean-Michel Cantero ne sait pas, ce matin-là, que sa découverte sera sans doute à l'origine d'une véritable révolution scientifique. Passionné de chasse aux chiens courants, il est contacté par son ami berger, Jean-Michel Egosque. Mon ami Jean-Michel m'avait appelé pour me dire qu'il se passait des choses bizarres dans la forêt. Je suis venu avec mes chiens et nous avons commencé à chasser. Les chiens sont partis rapidement sur la piste d'un gibier. Ils étaient très excités. Et puis tout d'un coup, au loin, ils se sont déchaînés. Lorsque nous avons pu les rejoindre, ils étaient en furie. Et ils se battaient autour d'un morceau de viande qui nous a paru bizarre, comme un bout de chair humaine. Inquiets d'avoir blessé un homme, les chasseurs déposent le morceau de chair à la gendarmerie de Saint-Jean-Pied-de-Port. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonne une première analyse dans les laboratoires de la police judiciaire, puis d'autres aux quatre coins de la France. 2 mois plus tard, le préfet contacte le ministre de l'Intérieur. L'ADN provenant de l'échantillon est issu d'une espèce humaine inconnue à ce jour. Une douzaine d'années auparavant, Henrik Delson et David Flinkenstein, 2 paléontologues allemands de l'université de Heidelberg, avaient travaillé sur un os de mâchoire inférieure pourvu de quelques dents, exceptionnellement découvert en forêt noire. Cette mâchoire s'apparentait à celle d'un homme préhistorique. Mais le plus troublant n'était pas là. L'ADN, quoiqu'en mauvais état, révélait pourtant des origines différentes, non conformes à ce que l'on savait alors de Néandertal et d'Homo sapiens, l'homme moderne. Leurs collaborateurs étaient restés sceptiques. Et pourtant, pour Delson et Flinkenstein, nul doute, ils avaient bien mis à jour une espèce d'hominidé inconnue jusqu'alors. Je suis assez surpris que l'on s'intéresse aujourd'hui seulement à notre découverte. Vous ne savez pas à quel point nous avons été discrédités. C'est la preuve que dans cet univers de la paléontologie, les avis de la communauté scientifique sont différents et parfois contradictoires. Nous étions arrivés à la conclusion que l'os contenait un ADN différent de celui d'Homo sapiens et de Néandertal. Mais ce qui était plus extraordinaire, c'est que la datation au carbone 14 indiquait que cette mandibule datait de 1500 ans, soit plus de 25 000 ans après que Néandertal a disparu complètement et laissé le champ libre à Sapiens. La découverte des Allemands peut en effet paraître invraisemblable. L'homme de Néandertal est le maître en Europe jusqu'à l'arrivée de Homo sapiens vers moins 40 000 ans. Progressivement, Sapiens étend son territoire vers l'ouest, faisant reculer Néandertal qui subsiste encore vers moins 30 000 ans en Espagne et dans le sud-ouest de la France. Il est unanimement reconnu qu'à partir de moins 25 000 ans, Sapiens est la seule espèce du genre Homo à poursuivre sa route. Ce que nous avancions et avançons plus que jamais, c'est qu'au moins jusqu'au Moyen-Âge, un autre hominidé a vécu en parallèle de Sapiens. Et vous savez, 1500 ans, c'est très peu. Et pourquoi pas 150 ans? Seulement, il y a eu un problème, un grain de sable qui a perturbé nos travaux. Lorsque les premiers résultats furent rassemblés,
explosif, pour une parution dans la revue scientifique de référence Nature, le comité éditorial demande aux 2 chercheurs allemands de refaire leurs analyses, car leur découverte paraît difficile à accepter. Il fallait tout revalider. Malheureusement, ce travail fut impossible. Hors de son contexte de conservation et pendant les premiers travaux, l'ADN, déjà endommagé, avait subi une trop forte détérioration. Delson et Flinkenstein avaient-ils pris toutes leurs précautions, de la découverte de la mandibule jusqu'à la conclusion de leurs travaux, pour certifier ce qu'ils avançaient. Quoi qu'il en soit, les 2 chercheurs allemands, à l'insu des laboratoires qui ne renouvellent pas leur financement, mais convaincus de leur découverte, poursuivent leurs recherches clandestinement. Ils se tournent notamment vers la cryptozoologie, une science contestée qui étudie les animaux inconnus et dont le fondateur, Bernard Heuvelmans, a répertorié les différentes espèces d'hommes sauvages, du Bigfoot américain au Yéti népalais. Philippe Coudray est cryptozoologue. Il a rencontré plusieurs fois les 2 scientifiques. Lorsque Delson et Flinkenstein sont venus me voir, en fait, ils m'ont annoncé qu'ils étaient revenus sur le lieu de leur découverte. Ils ont refait des fouilles. Et en fait, ils n'en ont pas parlé à leur père parce que ils avaient eu un accueil un petit peu mitigé. Et en réalité, ils ont découvert d'autres ossements. Alors, pas des ossements donc d'hominidés, mais des ossements de jeunes mammifères. Et en particulier des ossements de marcassins. Et donc, alors ensuite, on en a rediscuté, ils sont revenus me voir un soir, et puis bon, on en a discuté très tard dans la nuit. Et en réalité, ils sont convaincus que cet hominidé, pourrait être une espèce d'hominidé résiduel qui vivrait toujours dans les forêts d'Europe, en réalité, qui se nourrirait donc peut-être exclusivement de jeunes mammifères, peut-être même d'enfants, hein. Et alors donc on a commencé un petit peu à réfléchir à quel nom scientifique on pourrait donner à cet hominidé, donc Homo quelque chose. Et donc c'est Delson qui a pensé à Homo orcus. En donnant le nom de Homo orcus à cette espèce, Delson et Flinkenstein faisaient bien entendu allusion au dieu des enfers de la mythologie romaine. Ils pensaient à Cronos aussi, qui pour éviter que se réalise la prophétie de son père, « Tes fils te feront ce que tu m'as fait », mange ses enfants les uns après les autres. Ils pensaient à l'orco italien qui se nourrit de chair humaine, et bien sûr à l'ogre français de Charles Perrault, qui fut le promoteur de ce dévoreur d'enfants, grand seigneur raffiné, amateur de chair fraîche certes, mais cuite et soigneusement cuisinée. Ayant travaillé sur le morceau de chair prélevé par les chiens des chasseurs basques, des généticiens français qui avaient eu vent des recherches de Delson et Flinkenstein font le lien. La mâchoire découverte en forêt noire, datant de 1500 ans, et ce morceau de chair contiennent le même ADN. Cette similitude révèle un fait extraordinaire. Une espèce proche de la nôtre survit en Europe occidentale. Depuis ce rapprochement, la recherche autour d'Homo orcus s'organise en France. D'abord récupérée par la police scientifique, aidée par des laboratoires publics, l'affaire est aujourd'hui entre les mains du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au travers d'une cellule restreinte, le comité Barnabé. Le professeur Josué Feingold, généticien, directeur de recherche émérite à l'INSERM, a été le premier à s'exprimer. Les travaux de nos collègues allemands apportent des renseignements très intéressants, mais quantitativement limités par rapport à l'étude que nous menons actuellement sur l'ADN nucléaire. En effet, l'ADN nucléaire, extrêmement riche en informations, se détériore bien plus rapidement que l'ADN mitochondrial. Absent de la mandibule découverte par les scientifiques allemands, l'ADN nucléaire contenu dans le morceau de chair récupéré récemment dans le Pays basque est en cours d'analyse. Pierre Darlu est anthropogénéticien au CNRS. Il dirige l'ensemble des moyens mis en œuvre. Il est certain que l'origine d'Orcus est très antérieure à la divergence entre Homo sapiens et Néandertal. Les dates que l'on peut avancer à partir des comparaisons génétiques de ce matériel nous fait remonter à environ à 700 ou 100 ou 1 million d'années. 700 000 ans. Au fond,
Orcus trouverait son origine entre les espèces les plus anciennes, remontant entre 1 et 4 millions d'années, et Néandertal, ce nouvel hominidé qui occupe l'Europe, probablement dès 400 000 ans. Orcus, peut-être originaire d'Asie centrale comme nous allons le voir, représenterait-il l'un des chaînons manquants, le lien si difficile à établir entre les espèces disparues et l'homme moderne? Les pistes sont nombreuses. Déjà, l'homme de Pékin, découvert en 1923 par Davison Black lors de fouilles à Zhoukoudian, dont les ossements datent de plus de 750 000 ans, laissait présager l'existence sur le continent eurasiatique d'un buissonnement d'espèces d'hominidés. Pierre Teilhard de Chardin, l'un des grands paléontologues de l'époque, poursuivant les fouilles à cet endroit, exhume plus de 14 crânes, 147 dents. Mais lors du conflit entre Américains et Japonais, la collection est rapatriée vers les États-Unis. Là, la cargaison se perd, probablement à jamais. Plus tard, d'autres espèces seront découvertes. En mars 2010, des paléontologues allemands de l'université Max Planck révèlent aux médias une découverte sur laquelle ils travaillaient depuis plusieurs années. Ils ont trouvé dans l'Altaï une phalange, datée autour de 40 000 ans et dont l'ADN est inédit. Il s'agirait d'une troisième espèce d'hominidés récente, l'homme de Denisova, à côté de Sapiens et de Néandertal, peut-être une quatrième si l'on considère Homo Orcus. Enfin, on peut évoquer cette autre créature étrange qu'est ce petit homme asiatique, très controversé, de l'île de Flores, disparu d'Indonésie il y a un peu plus de 12 000 ans, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Orcus pourrait-il être ainsi le descendant d'un des grands ancêtres de l'homme moderne, ou bien le produit du métissage de plusieurs d'entre eux? L'analyse du morceau de chair basque révèle une particularité, c'est l'allure de la peau. Sa texture, mais surtout sa couleur, qui est assez pâle. C'est comme s'il s'agissait d'un sujet qui n'a jamais été exposé aux rayons du soleil. Alors, il faut voir s'il y a dans l'épiderme des mélanocytes, savoir si cet épiderme contient de la mélanine, déjà sous quelle forme, en quelle quantité. Ça, des dermatologues sont en train de se pencher sur la question, mais d'ores et déjà, on peut dire qu'il s'agirait d'un individu qui a vécu exclusivement à l'ombre des forêts en l'occurrence. Associée à une petite taille que laisse présager l'étude de la mandibule, cette caractéristique pourrait rapprocher Homo Orcus de populations forestières de sapiens, comme les pygmées d'Afrique noire ou les négritos d'Asie du Sud-Est, dont les origines, bien plus récentes, remontent autour de 70 000 ans. S'il se confirmait que la niche écologique d'Homo Orcus soit essentiellement forestière, ce serait une espèce tout à fait unique. Orcus aurait vécu dans les forêts, en parallèle en quelque sorte, avec les autres espèces, que Sapiens, Néandertal, peut-être même avant Erectus, sans jamais être en concurrence avec aucune d'elles, peut-être même sans contact. C'est une chose tout à fait stupéfiante, mais qu'il faut bien admettre pour expliquer sa survie jusqu'aujourd'hui. Si Orcus est l'homme à part qu'il semble être, cela signifie quelque chose de très troublant. Après l'extinction de Néandertal il y a 30 000 ans, tandis que Sapiens, l'homme moderne, poursuivait son évolution, Homo Orcus aurait survécu sans quasiment évoluer, pour des raisons qui restent pour l'instant bien mystérieuses. Comment fait-il pour se déplacer sans se faire remarquer? Comment s'organise-t-il dans la forêt? Sommes-nous en présence d'une espèce nomade, au comportement totalement imprévisible? Les chercheurs français explorent toutes les directions possibles. Dans le dispositif du comité Barnabé a été rapidement constitué le Centre d'observation et d'études du comportement Homo Orcus. L'objectif de ce centre est de regrouper les différents témoignages de contact avec Homo Orcus. Le département dispose d'une cellule d'enquêteurs et d'analystes de témoignages. Michel Monteil dirige le centre. Une vingtaine de témoignages crédibles sont actuellement disponibles, récupérés aux 4 coins de la France, dans les grandes zones boisées, en Auvergne, dans le Quercy, le Jura et le Pays basque.
Ces témoignages accréditent les thèses qui voient dans Orcus une espèce strictement forestière. 4 de ces témoignages sont issus de chasseurs et de bergers, et 15 d'enfants. De toute évidence, la multiplication récente et brutale des témoignages peut paraître étonnante. Pourquoi les langues ne se sont-elles pas déliées plus tôt ? Tout laisse à penser en effet que les contacts entre la population et Orcus remontent à des périodes très anciennes. Et tout se passe comme si l'appel à témoignages faisait émerger des peurs et des non-dits enfouis depuis longtemps. Michel Monteil est de passage à Saint-Jean-Pied-de-Port pour recueillir le témoignage essentiel de Jean-Michel Egoscuet, éleveur et berger dans la vallée de Saint-Michel, qui n'a pas parlé jusque-là et est resté silencieux sur les raisons qui l'avaient poussé à contacter le chasseur Jean-Michel Cantero il y a 4 mois, juste avant la découverte du sujet basque. Il s'est manifestement décidé à parler. Toi, tu es Panchika, toi, tu es Argitchou. Je vais vous enregistrer, vous voulez bien? Oui. Tu me racontes ce qui s'est passé la fois où vous avez vu cet homme? Et puis on va souvent se promener cueillir des champignons. Et ce jour-là, Argitchou, elle a vu un homme un peu bizarre. Alors on s'est caché derrière un reste d'arbre. Il était très bizarre. Et on ne le voyait pas entier, on le voyait que sa tête. Il avait un air méfiant. Il était pauvre. Oui. Et c'était comme un genre d'homme préhistorique. Un homme de Cro-Magnon. Est-ce que vous avez eu peur? Oui, très peur. Pourquoi? Parce qu'il avait une tête bizarre qui faisait peur. Et c'est la première fois qu'on le voyait. D'habitude, il n'y a personne dans cette forêt. Donc ça nous a fait peur. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, Aïda, il arrive avec le tracteur et puis le métraque et puis il s'est parti. Il y a 6 mois, mes filles avaient vu quelque chose de bizarre dans cet endroit. Sans trop les croire, quand même, je suis venu chasser la palombe et j'ai vu quelqu'un qui était en train de boire dans le ruisseau et il s'est échappé, il était moitié à poil, un peu sauvage, mais sans être trop sauvage. Il s'est caché derrière un arbre, là même. J'ai crié et tout, j'ai eu un peu peur en même temps. Et après, il a disparu. Ça correspond à peu près à ce que vos filles vous avaient raconté. Oui. Les filles aussi, elles m'avaient expliqué à peu près la même chose. Et au début, je n'avais pas fait trop d'attention. Et en fin de compte, c'est la vérité, quoi. Il y a beaucoup de choses troublantes lorsqu'on analyse les témoignages. L'évidence première, c'est que Orcus, si homo Orcus il y a, se cache aux adultes et se montre aux enfants. Tous les témoignages d'adultes semblent indiquer un sujet fuyant, tandis qu'au contraire, les témoignages d'enfants évoquent toujours l'apparition derrière les grands arbres de sujets relativement lents qui semblent vouloir les attirer à lui. Les portraits robots que les spécialistes ont pu établir, et qui restent pour l'instant confidentiels, présenteraient une forme primitive de l'homme actuel, ce qui corrobore les analyses faites à partir de la mandibule de Delson et Flinkenstein.
Voilà le seul moulage du spécimen allemand qui nous est prêté donc, par les collègues allemands pour voir si nos analyses préliminaires en morphométrie géométrique sont confirmées ou pas côté français et côté donc, allemand. Alors il y a tout de suite un caractère qui se détache d'une autre, c'est l'absence de menton. Le menton n'est pas présent sur cette mandibule, ce qui a un caractère primitif ou plésiomorphe. Par contre, quand on regarde la mandibule en vue occlusale, c'est-à-dire en vue dorsale, vue de dessus, on n'a ni un contour parabolique comme c'est le cas chez Sapiens, mais en même temps, nous n'avons pas de contour en U comme c'est le cas chez Néandertalensis. On est donc sur une morphologie bien différente, plus proche en un sens d'un erectus, qui pourrait laisser penser à des origines asiatiques. Mon équipe et moi, à ce stade, nous avons une idée assez précise de ce qui est en train de se passer. Homo horcus a, dès ses origines peut-être, en tout cas depuis très longtemps, opté pour une stratégie d'évitement. Et aujourd'hui, compte tenu de la présence des hommes absolument partout, y compris dans les forêts les plus reculées, cette stratégie n'est plus tenable et il fait des erreurs, il se montre. Trouve-t-on chez d'autres hominidés un tel comportement ? Marilène Patoumatis est directeure de recherche au CNRS. Spécialiste des relations entre l'homme et les animaux au début de notre histoire, elle travaille également sur les raisons de la disparition de l'homme de Néandertal. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ont fait les Néandertaliens? Puisqu'on voit que petit à petit, les hommes modernes vont agrandir leur territoire, vont occuper de plus en plus d'espace. Ils arrivent par les Balkans. En Europe, ils sont surtout au niveau des Balkans, puis après, ils vont se répandre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Néandertaliens, d'un seul coup, vont petit à petit eux aussi reculer? Ils ont, en fin de compte, fait un évitement. C'était probablement pas dans leur comportement d'aller comme ça les agresser, parce qu'il faut bien savoir que s'ils avaient voulu s'en débarrasser, les hommes modernes, vous savez, ils étaient extrêmement puissants, très musclés, bien armés, autant que les premiers sapiens qui arrivent. Bon, ils leur auraient vraiment mis une pâtée, ils auraient été vainqueurs. Et là, ça ne s'est pas passé. Et donc, probablement que c'était dans leur mental de ne pas agresser, de plutôt choisir l'éloignement, donc, et de reculer, de changer de territoire. Orcus, bien auparavant et dans les immensités asiatiques, aurait-il fait de même? Deux espèces qui fuient Sapiens, deux populations qui se mettent en retrait au péril de leur existence. Les scientifiques creusent très sérieusement cette idée. Milieu forestier, pas ou peu d'outillage conservé, sans doute pas de feu, régime alimentaire particulier. Mais il faut bien qu'Orcus trouve une compensation s'il ne peut pas s'attaquer aux grands herbivores. Sa faiblesse supposée l'amène, c'est une hypothèse, à se rabattre sur une nourriture carnée plus facile, de jeunes mammifères sans défense, dont il va consommer les parties les plus nourrissantes. Développer une panoplie de ruses pour vivre à l'insu de tous, se déplacer sans laisser de traces, se nourrir sans outils. Une espèce vivant et mourant à nos côtés sans que nous le sachions. Il semble extrêmement difficile d'imaginer, d'un point de vue scientifique, qu'une espèce d'hominidé ait vécu des milliers d'années sans produire d'objets lithiques. En effet, tout ce qu'on connaît d'un point de vue archéologique montre que Néandertal, l'homme moderne, Homo sapiens archaïque ont produit des objets pour subvenir à leurs besoins. Donc, si Orcus a produit des objets, il me semble qu'on peut imaginer deux hypothèses. Soit il a produit des objets tout à fait similaires aux autres hominidés, et dans ce cas-là, il est invisible dans le registre archéologique, car tous les objets que l'on voit, on les attribue un peu vite aux hominidés bien connus par ailleurs, et Orcus est ainsi invisible. Soit Orcus n'est tout simplement pas là durant la préhistoire. Dans le comité de recherche, cette idée semble prévaloir. Orcus serait resté dans ces grands territoires encore vierges de l'Asie centrale, souvent inexplorés par les paléontologues. Quelques groupes seulement se seraient déplacés très tardivement vers l'Europe, utilisant pour leur survie la proximité de Sapiens, comme le pensaient Delson et Flinkenstein.
IIIe au Ve siècle, des peuples asiatiques, huns et avares, se déplacent en masse vers l'Occident. Il faut imaginer à travers les vallées des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui progressent accompagnés de leurs troupeaux. Certains spécialistes du mouvement des populations humaines pensent qu'Orcus a pu accompagner ces invasions, de loin, à travers les forêts, menant de temps à autre des raids nocturnes. L'individu de Delson et Flinkenstein pourrait être un de ceux-là, arrivé en forêt noire au Ve siècle. Si l'hypothèse est bonne, cela expliquerait, comme le pense Jean-Guillaume Borde, qu'on ne trouve aucune trace d'Orcus en Europe avant ces dates. De petites, de minuscules colonies, peut-être même des sujets erratiques, se seraient installés çà et là, à l'ouest de l'Oural, dans un quasi-anonymat. Cantonné pendant des siècles dans les grandes forêts d'Europe de l'Est, Orcus se serait ensuite lentement déplacé vers l'ouest, à l'occasion des guerres notamment, et en empruntant la succession des forêts. Les individus du genre Homo ont une propension naturelle à se comporter en explorateurs. Ils ont effectué de grandes vagues migratoires depuis leur apparition sur le globe. Et l'on peut penser que Homo Orcus est arrivé en Europe après un long périple géographique. Faut-il voir là une destinée tragique d'Orcus ? En fait, en entrant en Europe, il se jette dans la gueule du loup. Pourquoi a-t-il voulu agrandir son territoire en choisissant le plus peuplé de la Terre ? Cela est inexplicable. Pas de traces physiques, certes, mais bien plutôt des traces dans les mentalités. Une abondante littérature, tout à la fois destinée à effrayer les enfants et à servir d'exutoire aux peurs des populations, qui atteste l'existence de ces hommes sauvages dont toutes les civilisations humaines et les communautés longtemps restées en contact avec la nature ne cessent de témoigner. Perrault n'a rien inventé. Sans doute n'a-t-il fait que puiser dans la réalité de l'existence d'un rôdeur d'une autre espèce ? On trouve dans la littérature populaire du Moyen-Âge et de la Renaissance d'étranges histoires. Ainsi, dans la chronique de Johann Le Gros, citée par Bertrand de Livaberne, apprenons-nous qu'un village du Morvan s'est durant des années vidé de ses enfants, enlevés par des hommes sauvages, et ce jusqu'à ce que la population tout entière s'exile dans la ville la plus proche. Nous avions quitté Paris pour rejoindre le Jura. C'était notre première nuit dans la forêt. Et notre petite troupe de Jeannette s'était installée près d'un refuge. C'était l'endroit où nous prenions nos repas. Et en fait, on avait planté nos tentes tout autour du feu de camp. Sauf qu'avec une copine, Juliette, on avait demandé si on ne pouvait pas se mettre un peu plus à l'écart pour être juste en lisière de forêt. Et c'est au cours de cette première nuit que j'ai été réveillée par des bruits de pas, des sortes de bruits de voix à l'extérieur. J'étais complètement paralysée, j'osais pas bouger, c'était très effrayant. J'ai réveillé Juliette parce que je me suis souvenue que j'avais avec moi dans mon sac un magnétophone qu'un de mes oncles m'avait offert. C'était un cadeau assez extraordinaire pour l'époque. Je ne me rappelle pas qu'il y avait d'autres camarades à l'école qui avaient ça. Et tout doucement, j'ai sorti le magnétophone et j'ai réussi à enregistrer à peu près 1 minute de ce qu'il y avait dehors. Et puis le lendemain, on a raconté toute notre histoire à tout le monde. Et là, les cheftaines nous ont regardé d'un drôle d'air et l'une d'entre elles, surtout, a sous-entendu que nous avions peut-être fabriqué nous-mêmes cet enregistrement.
Enfin, en tout cas, qu'on était des menteuses, ça m'a beaucoup choquée à l'époque. Enfin, en tout cas, une autre nous a surtout dit, il faut que vous arrêtiez de raconter cette histoire parce que nous faisions peur aux plus petites. Donc voilà. Enfin, toujours est-il qu'elles n'en ont plus jamais reparlé. Et j'ai rangé la cassette dans un de mes tiroirs et voilà. Les quelques bribes recueillies par Joséphine de Boissac, si elles proviennent bien d'un Homo Orcus, semblent ainsi témoigner d'un langage très ancien et primitif. L'isolement social d'Orcus et son comportement erratique qui lui évite le contact avec d'autres espèces n'en sont-ils pas les causes ? Merci. Le comité Barnabé tente d'évaluer la population européenne actuelle de Homo Orcus. Dans le meilleur des cas, entre 200 et 400 individus. On parle d'une trentaine pour la France, avec une présence irrégulière. Comment une espèce si faiblement représentée peut-elle survivre depuis 1500 ans, date supposée de son arrivée en Europe ? Donc là réside un mystère finalement. Si on prend l'exemple de Néandertal, d'après les calculs qui ont été faits, la taille de la population reproductrice était environ de 3000 personnes. Donc il faut imaginer que pour que Orcus ait survécu jusqu'à présent, il faut qu'il y ait eu une taille presque au moins équivalente compte tenu de la dispersion géographique que l'on suppose pour Orcus. La découverte d'Homo Orcus est un moment sensationnel sur le plan scientifique, mais également très triste. En effet, paradoxalement, c'est une espèce qu'on vient de découvrir, mais en même temps, c'est une espèce que la démographie montre qu'elle est résiduelle et peut-être en voie d'extinction. Une population donc très faible, diluée, et qui plus est, refusant le contact avec l'homme moderne. Or, même les populations les plus retirées, les Indiens de la forêt amazonienne ou certaines peuplades aborigènes d'Océanie, ont fini par accepter la confrontation, à leur détriment d'ailleurs. Il y a une sorte de pureté incroyable dans l'image que nous renvoie Homo Orcus, et la preuve d'une singulière intelligence, un comportement qui va à l'encontre de la compétition classique des espèces entre elles pour assurer leur survie. Quoi qu'il en soit, ça lui a permis de réussir là où les autres espèces ont échoué, c'est-à-dire survivre jusqu'à nos jours, et tenir le coup en face de Sapiens. Le 7 mai 2010, le très renommé Institut Max Planck à Leipzig dévoile des résultats qui confirment des hypothèses déjà anciennes. Le métissage tant controversé entre Sapiens et Néandertal est maintenant chose acquise. 1 à 4% de nos gènes sont issus de l'homme de Néandertal. Dans cette perspective, pourquoi Orcus, espèce bien plus ancienne mais pourtant issue de la même branche, ne serait pas en mesure de se reproduire avec Sapiens ? Des témoignages recueillis par l'équipe de Michel Monteil pourraient aller dans ce sens. Parmi eux, dans la forêt communale d'Étrac, aux confins de l'Auvergne, vit un homme dont on ne sait à vrai dire que peu de choses. Les gens du village disent qu'il les mêle tous, issus du métissage entre une femme du village et un homme sauvage. D'autres racontent même que son père était un homme ancien, un homme de la nuit des temps, disent-ils, qui se nourrissait de poules, de jeunes mammifères et peut-être même d'enfants. La piste d'Orcus nous mène encore dans les vallées du Pays basque. Marcel Elissagaray est berger sur les pentes des montagnes d'Arnegui. Oui, j'étais parti au brebis là-haut et tout à coup j'ai vu une bête attaquer un agneau. Et comme j'avais un téléphone que j'avais gagné dans un concours, j'ai couru et j'ai filmé. Bon, je suis parti à côté de l'agneau et je trouvais l'agneau égorgé.
Le cadavre de l'agneau, abandonné par l'agresseur, mis en fuite, a révélé diverses choses extrêmement importantes. D'abord, on voit que Homo orcus semble être un prédateur passif, c'est-à-dire qu'il laisse venir à lui ses proies et ne les poursuit pas. La deuxième chose, c'est que le cadavre de l'agneau a été privé de son thymus. Le thymus, vous savez, c'est cette glande juvénile qu'on trouve chez les jeunes mammifères et qu'on appelle habituellement les riz, chez les veaux, les riz de veau, les riz d'agneau. Alors ce thymus a été retiré, mais on l'a retrouvé à quelques mètres de là, dans la zone de fuite du prédateur, et il a été mordu. Ce qui a permis d'ailleurs, dans la salive, de faire un nouveau prélèvement d'ADN de Orcus. Mathilde Mestreza, éthologue, est missionnée au sein du comité Barnabé. Sa préoccupation est d'évaluer la dangerosité de Homo orcus. Nous avons des témoignages d'enfants en provenance du Pays Basque, du Massif central, du Jura. Aucun ne témoigne d'une once d'agressivité de la part d'Homo orcus. De même, les rares contacts que nous avons eus avec des adultes ne relatent aucune agressivité. Il n'y a pas l'once d'une dangerosité, hein, il n'y a pas de danger imminent. On est loin de la description de l'ogre littéraire, cruel dévoreur d'enfants. Pourtant, la théorie du thymus, qui implique que Homo orcus se nourrit de jeunes mammifères et se délecte de leur thymus, ne plaide pas en faveur de la neutralité de la présence de Homo orcus dans nos grandes forêts. Riche en cholestérol, le thymus apporterait à Orcus de quoi renforcer son système immunitaire face aux agressions de la nature. Mais le thymus est riche également en acide urique, comme d'ailleurs le sont les viandes de jeunes mammifères. L'acide urique provoque les crises de goutte. Tous les témoignages, et là qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants, font état de sujets affectés d'une claudication plus ou moins prononcée. Une hypothèse est avancée. Orcus boite parce qu'il souffre de gouttes. Il est un prédateur passif. Il chasse à l'affût car il se déplace mal. La théorie du thymus est plus inquiétante. Cette glande, le thymus, se situe dans le cou. Sa mission principale, sa fonction, est de distribuer des hormones nécessaires au développement et à la croissance des jeunes mammifères, donc des enfants. Affolé en un sens et excité peut-être par la proximité humaine qui le cerne de tous côtés, ne risque-t-il pas en effet de développer une agressivité particulièrement inquiétante ? Sur ce point de la dangerosité de Homo orcus, les divergences sont apparues très rapidement entre le comité Barnabé et les différents ministères concernés. On peut même évoquer de fortes tensions. Nous autres scientifiques défendons la sauvegarde de cette espèce résiduelle dans les forêts françaises. Nous sommes encore en train d'étudier la dangerosité de cette espèce, Homo orcus, mais pour nous c'est une découverte majeure, aussi bien scientifique qu'humaine, car Homo orcus va sans doute nous permettre de mieux comprendre nos origines. La question, c'est de savoir si nous allons vivre ça sereinement ou si nous allons nous montrer aussi brutalement agressifs que nous l'avons fait souvent par le passé. En phase 2, certains politiques ont une autre opinion. Un chargé de mission du ministère de l'Intérieur a bien voulu, sous le sceau de l'anonymat, confier ses propos. Il semblerait que la présence d'Homo orcus inquiète une partie du ministère de l'Intérieur. Pour les raisons que vous pouvez imaginer, et notamment en vertu du principe de précaution qui est aujourd'hui le principe dominant dans nos démocraties, il est absolument hors de question que nous puissions à un moment ou à un autre nous voir reprocher de la part des populations, et je pense notamment aux populations de nos campagnes, de pouvoir nous voir reprocher quoi que ce soit. Donc, pour ces raisons-là, et sans doute pour d'autres encore, il paraît souhaitable, plus que souhaitable, comment vous dire, que Homo orcus ne puisse pas continuer à poursuivre sa route auprès de nous. La question du principe de précaution est-elle ici légitime ?
Orcus ne représente-t-il pas dans l'ombre des forêts une seconde humanité? N'est-il pas l'autre en un sens, l'étranger, celui que l'on ne connaît pas, a priori jugé dangereux? Face à cette découverte, Éric Charmettan, frère jésuite, philosophe, spécialiste de la frontière homme-animal, s'interroge. On peut se rappeler qu'en 2008, le directeur de l'Observatoire du Vatican, José Funes, parlait de mon frère extraterrestre, en indiquant que c'était possible, effectivement, que peut-être qu'il y ait d'autres formes de vie sur d'autres planètes et qu'ils ne sont pas exclus du plan de Dieu et du salut divin. Et que aussi ça élargit notre regard sur la création d'un Dieu qui est plus grand et qui nous fait sortir sans doute d'une vision assez étriquée qu'on peut avoir, et on voit bien dans l'histoire humaine, de sortir de l'ethnie, du clan, pour arriver à une vision plus universelle de l'homme. C'est un monde restreint, le monde d'Homo Orcus, et je crois qu'il lui manque pas mal de choses. Et notamment, il lui manque l'histoire, je pense, qu'il lui manque l'histoire et le droit. Vous savez, Élisabeth de Fontenay disait si l'animal a une histoire, ça ne peut être que dans la relation à l'homme. Or, Homo Orcus, dans sa stratégie d'évitement, est-ce qu'il n'a pas échappé finalement à l'histoire? Est-ce qu'il ne s'est pas finalement interdit d'avoir une histoire? C'est sûr que la stratégie d'évitement d'Homo Orcus pose question parce qu'elle empêche vraiment le développement de la culture. Si on pense que la socialisation humaine et notamment le développement des très grands groupes, par exemple chez les chimpanzés on ne dépasse pas la taille de 80, alors que dans les sociétés humaines c'est des milliers, des millions et voire plus aujourd'hui, bien ça empêche de passer le cliquet culturel et de pouvoir vraiment développer une humanité qui puisse s'interroger, développer l'écriture, développer la réflexion philosophique, théologique. L'animal, en étant en relation avec l'homme, s'est donné les conditions de possibilité du droit. Et d'ailleurs, il existe un droit des animaux, et si vous-même vous maltraitez votre chien ou votre chat, vous serez condamné. Alors la question qui se pose effectivement, c'est si on arrivait à capturer un Homo Orcus, qu'aurait-on le droit de faire? Est-ce qu'on aurait le droit, est-ce qu'on pourrait le tuer comme on se débarrasse d'un chien que l'on a accusé de la rage? Si Homo Orcus est un homme, par exemple, la question pourrait se poser de savoir s'il a une âme. En réalité, je pense à la controverse de Valladolid, vous savez, où on s'est demandé à l'époque si les Indiens en avaient une. Mais la question s'était déjà posée, et s'est posée ensuite, d'ailleurs, pour les femmes aussi, et même dans un roman d'Anatole France pour les pingouins. Alors, je pense quand même que là, on se heurte à un problème philosophique majeur qui est la définition de l'humanité. Quelque chose encore n'a pas été dit. Lorsqu'en décembre 2009, le ministère de l'Intérieur confia aux scientifiques de toute discipline la recherche des connaissances liées à Homo Orcus, il ne leur livra qu'une partie du dossier. Dans le morceau de chair prélevé en septembre 2009 par les chiens sur le sujet basque, les services scientifiques de la police avaient découvert la présence d'un virus proche du virus Antan. Cette information, gardée secrète, n'avait été partagée qu'au sein d'un groupe d'experts extrêmement restreint. La présence du virus fut confirmée dans la salive d'Homo Orcus, prélevée sur la brebis d'Estérène subie. À l'instar d'autres fièvres hémorragiques, comme Ebola, transmises des roussettes d'Égypte aux grands singes d'Afrique centrale par morsure, puis des primates aux hommes, les hantavirus sont portés le plus souvent par les petits rongeurs et les chauves-souris inféodées aux forêts. La transmission s'effectue lorsque les cadavres des animaux produisent des poussières infectées, inhalées par l'homme et contenues par exemple dans les courants d'air domestiques. Les hantavirus sont extrêmement virulents et provoquent des fièvres hémorragiques mortelles dans plus de 60% des cas. Il est manifeste que cette version de virus Antan que l'on a retrouvée chez Homo Orcus est très proche des virus Antan répandus en Asie, et on pourrait l'appeler virus Antan B.
Et on sait que les virus Antan, dans le passé en Asie, ont fait des ravages, d'ailleurs sans que l'Occident en ait été systématiquement informé. La maladie fut nommée fièvre hémorragique de Corée, lorsque dans les années 50, durant la guerre de Corée, plusieurs milliers de militaires des Nations Unies furent mortellement infectés. Le portage de ce virus est un argument supplémentaire pour l'origine asiatique d'Homo erectus et sa probable introduction relativement récente en Europe occidentale. Orcus n'est pas nécessairement résistant au virus que nous véhiculons. En fait, en cas de contact, on ne sait pas qui contaminerait qui. Je sais qu'un plan est envisagé actuellement, probablement difficile à mettre en œuvre, mais c'est le seul possible, sans doute. Il s'agirait de capturer l'ensemble des spécimens qui se trouvent actuellement dans nos forêts, compte tenu du fait que leur nombre est relativement limité. Parallèlement, des contacts ont été pris avec un certain nombre de pays d'Europe centrale, notamment la Roumanie, la Bulgarie, me semble-t-il, pour leur demander s'ils seraient prêts à accueillir dans leurs forêts, vous savez qu'ils ont d'immenses forêts très préservées, d'accueillir ces spécimens et de les installer au fond dans des réserves closes, on pourrait dire des sanctuaires, dans lesquels Homo erectus pourrait continuer à vivre sa vie tranquillement et surtout à l'écart des populations. Je pense que c'est un projet totalement ridicule. Et je pense même plutôt, mais là je sors du champ scientifique, je pense même plutôt que si Orcus doit disparaître parce qu'il n'y a plus de place pour lui, eh bien il vaut mieux plutôt assumer cette disparition. Il ne viendrait à l'idée de personne d'aller déporter les gens porteurs du virus du sida dans une forêt pour dire qu'ils ne contaminent plus le reste de l'humanité. Cela dit, le fait d'avoir choisi, je suppose que c'est un choix, de nous éviter, de nous fuir, d'errer, fait que finalement, Homo erectus est en perpétuelle déportation. Et je dirais même que c'est une stratégie d'autodéportation. Entre deux mots, il me semble qu'il vaut mieux choisir le fait de le déplacer et essayer effectivement de lui offrir un milieu de vie dans lequel il puisse se développer, peut-être retrouver ce chemin de la socialisation qu'il semble avoir perdu depuis des millénaires. On a oublié un petit peu les bergers des montagnes envers ces prédateurs, alors il faut soit les hommes politiques nous aident, ou on fait le ménage à nous-mêmes. Retour dans la forêt communale d'Étrac, quelques semaines plus tard. Depuis l'éradication, les membres du comité Barnabé sont restés sceptiques sur les résultats. La recherche de témoignages se poursuit aux quatre coins de l'Europe. On parle de nouvelles découvertes. Qu'est-ce que vous prenez comme petit déjeuner le matin? De préférence de l'andouille de Guéméné avec un verre de Saint-Julien.
Du thé, alors du thé vert avec des céréales et de la confiture, voilà, du pain. Qu'est-ce que je prends pour mon petit déjeuner? Pourquoi tu me poses cette question? Néandertal, l'homme moderne, Homo sapiens archaïque, tous sans aucune... il faut reprendre. Bezüglich der Paläontologie und der Urmenschen die Meinungen weit auseinandergehen, ja manchmal sogar widersprüchlich sind. Il a un bug. Vous me faites peur. Mais c'est destiné à faire un peu peur. Oui. Quand on était passage, ma grand-mère elle me disait oui, attention, fais attention, je vais appeler le mamou. C'est un genre d'ogre, voilà. Je ne suis pas un acteur, je suis désolé. Il n'y a pas de raison non plus que tu sois sinistre dans cette affaire. Non, si ce n'est ma nature, mais... On nous a raconté au village des choses un peu étranges sur vos origines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?